Au sous-sol du bâtiment numéro 1, à Pearl Harbor, l'air est irrespirable. Une odeur épaisse de sueur, de tabac froid et de fatigue morale colle au mur. Nous sommes le 18 avril 1942. Le commandant Joseph Rochefort fait les 100 pas entre des rangées de bureaux trop étroits où des cryptanalystes de la marine, hagards d'épuisement, se penchent sur des feuilles couvertes de suites de chiffres à 5 digits. Tous les hommes présents le savent. Même s'ils n'osent pas le dire à voix haute, la guerre leur échappe. Devant eux se dresse le code naval japonais JN-25, massif, fermé, impénétrable, une forteresse mathématique. Depuis 18 mois, les meilleurs esprits américains s'y acharnent. 18 mois d'efforts et 18 mois d'échecs. Les chiffres semblent se moquer d'eux. 33 000 groupes possibles. Chacun dissimule un mot, une phrase, un nom de navire, un lieu. Et même lorsqu'un groupe est identifié, il est aussitôt masqué par des tables additives qui changent régulièrement. Un code enfermé dans un autre code. Une mécanique abstraite qui, dans le monde réel, coûte la vie à des marins américains. Depuis l'attaque de Pearl Harbor, 4 mois plus tôt, l'Empire japonais a balayé le Pacifique. Wake est tombé. Guam aussi. Les Philippines vacillent. Les sous-marins américains errent à l'aveugle dans des océans vides, tandis que les porte-avions japonais frappent avec une précision chirurgicale. Le rapport des pertes est catastrophique. Pour chaque navire japonais coulé, les États-Unis en perdent 3. L'amiral Nimitz a besoin d'une réponse. Il doit savoir où l'ennemi frappera ensuite. Mais dans cette salle étouffante, les officiers du renseignement ne peuvent que hausser les épaules et désigner d'immenses étendues bleues sur la carte. Ce que Rochefort ignore, ce que personne, ce matin-là, ne peut imaginer, c'est que la solution viendra d'un endroit totalement improbable. Pas d'un professeur de Yale, pas d'un diplômé de l'Académie navale, pas même d'un expert en langue japonaise recruté sur les campus californiens. La percée viendra d'un adolescent qui n'aurait jamais dû se trouver là. Un garçon de 17 ans entré dans la Navy avec un acte de naissance falsifié et une voix qui se brise encore au pire moment. Il s'appelle Andrew Maté Gleason, et dans 6 semaines, à force de manipuler obsessionnellement ce que tous les autres considèrent comme du bruit sans intérêt, il ouvrira une brèche dans JN-25. Sa méthode révélera la position de la flotte japonaise, rendra possible la plus grande victoire navale américaine et sauvera des milliers de vies. Mais avant cela, il devra convaincre une salle remplie d'officiers que ce qu'un adolescent sans formation officielle en cryptographie a remarqué leur échappe depuis plus d'un an. Le temps presse. Les Japonais préparent une opération majeure. Et personne n'écoute le gamin. Pour comprendre pourquoi JN-25 paraissait invincible, il faut saisir l'élégance glaciale de sa conception. La marine impériale japonaise introduit ce système le 1er juin 1939 avec un objectif clair, résister à toute analyse occidentale. Contrairement au code simple qui remplace des lettres par d'autres lettres, JN-25 fonctionne en 2 étapes impitoyables. D'abord, les messages sont traduits à l'aide d'un immense livre de code contenant des dizaines de milliers de groupes à 5 chiffres. Cuirassé peut devenir 1547. Demain, un autre nombre. Lieu, ordre, nom de navire, tout est réduit à des séquences anonymes. Sans le livre, une interception n'est qu'une suite absurde de chiffres, totalement dénuée de sens. Mais les Japonais vont plus loin. Ils savent qu'un livre de code peut être capturé, comme cela s'est produit en 1940 lorsque les Britanniques ont saisi des documents ennemis. Pour éviter l'effondrement du système, ils ajoutent une seconde couche, le chiffrement additif. Avant transmission, chaque groupe reçoit un nombre aléatoire tiré de tables séparées. Le résultat change constamment, et ces tables sont renouvelées toutes les quelques semaines, parfois tous les quelques jours. Même avec du matériel capturé et des mois de messages, Agnès Driscoll, la légendaire Madame X du renseignement naval, n'obtient presque rien. Début 1942, la section OP-20G ne comprend qu'environ 1% du trafic JN-25 et encore, il s'agit surtout d'informations périmées. Les messages essentiels, mouvements de flotte, attaque imminente, restent indéchiffrables. Tout a été tenté. Analyse de fréquences, attaques statistiques, comparaison sur des milliers d'interceptions. Des mathématiciens de Princeton et de Yale travaillent aux 16 heures par jour, en vain. Les tables additives brouillent tout. C'est comme résoudre un puzzle dont les pièces changent de forme en permanence. L'amiral Ernest King, commandant en chef de la flotte américaine, perd patience.
En mars 1942, il lâche aux officiers du renseignement: les Japonais savent où nous sommes. Nous ignorons où ils sont. Cette situation est intenable. Mais personne n'a de solution. Le renseignement naval estime qu'il faudra au moins 2 années supplémentaires pour faire de vrais progrès, à condition de recruter des dizaines de cryptanalystes et de doubler les moyens de calcul. 2 ans. D'ici là, la guerre pourrait être perdue. Pendant ce temps, les stratèges japonais préparent déjà leur prochaine offensive majeure. Une attaque décisive capable soit d'expulser définitivement les États-Unis du Pacifique, soit de les attirer dans un piège mortel. Ces plans circulent chaque jour sur les ondes, codées en JN25. Les stations d'écoute, d'Hawaï à l'Australie, interceptent les messages. Des caisses entières s'entassent dans le bâtiment numéro 1. Elles pourraient tout aussi bien être écrites en sumérien ancien. Car chaque jour où le code résiste, l'Amérique combat à l'aveugle. Les sous-marins patrouillent sans cible. Les convois avancent sans savoir où se trouvent les porte-avions ennemis. Les commandants décident au jugé, et des hommes meurent. Des hommes mouraient parce que l'Amérique combattait sourde et aveugle. Le capitaine Lawrence Safford, considéré comme le père de la cryptanalyse navale américaine, en était venu à une conclusion glaçante. Il confiait à ses collègues que briser JN25 relevait peut-être de l'impossible mathématique. L'espace des combinaisons était trop vaste, hors d'échelle. « Nous cherchons des motifs dans du hasard pur », disait-il. Les additifs garantissent que le même message n'est jamais chiffré 2 fois de la même manière. Même avec un temps infini et une puissance de calcul illimitée, rien ne nous assure que nous y parviendrions. C'est dans ce climat de fatigue extrême, de résignation silencieuse et de défaite accumulée qu'apparut un gamin venu de Fresno, en Californie. Un garçon qui n'avait rien à faire là, qui n'aurait jamais dû porter cet uniforme, et qui allait pourtant démontrer que tous les experts se trompaient radicalement. Andrew Mathé Gleason naît le 4 novembre 1921 à Fresno d'un père botaniste et d'une mère américano-suisse. À cet âge-là, il aurait dû préparer son entrée à l'université. À la place, le 8 décembre 1941, au lendemain de Pearl Harbor, il se tient devant un bureau de recrutement de la Navy, un faux acte de naissance en poche affirmant avoir 19 ans. Il en a 17. Sa voix n'est pas encore stable. Il se rase à peine. Le recruteur le dévisage. « T'es plutôt maigre, gamin. T'es sûr de toi ?» Andrew l'est, pas seulement par patriotisme, même si celui-ci brûle en lui. Il est surtout désespérément, violemment ennuyé. Il a terminé le lycée Roosevelt de Yonkers avec un an d'avance, enchaîné les petits boulots pendant 1 année sans but, et découvert qu'il possédait un talent étrange. Un talent que personne ne semblait juger utile. Andrew voyait des structures là où les autres ne percevaient que du chaos. Donnez-lui une page remplie de chiffres, une machine cassée, un puzzle en désordre, et son esprit se mettait aussitôt à organiser, à relier, à faire émerger un ordre caché. Son père voulait qu'il fasse des études. Sa mère préférait qu'il attende. Mais Andrew avait vu les actualités filmées de Pearl Harbor, les navires en flammes, la fumée noire s'élevant au-dessus de l'eau. À cet instant, quelque chose s'était verrouillé en lui. C'était réel. Ça comptait. Et surtout, c'était un problème digne d'être résolu. La Navy, à court d'hommes, ne vérifie pas son dossier de trop près. En janvier 1942, l'apprenti matelot Gleason est affecté à OP-20G, la division de cryptanalyse navale. Non pas pour ses compétences, il n'en affiche aucune officielle, mais parce qu'il a noté sur son formulaire d'incorporation qu'il aimait les mathématiques et les casse-têtes. Cela suffit. Ils prennent tout le monde. Il arrive au complexe de Nebraska Avenue, à Washington, le 3 février 1942. Un visage d'enfant dans un uniforme trop grand, pénétrant dans un bâtiment rempli de diplômés de l'Académie navale et de mathématiciens issus de l'Ivy League. Le commandant Howard Angstrom le jauge d'un regard. « On nous envoie des enfants maintenant ?»« J'ai 19 ans, monsieur, » répond Andrew sans hésiter. « Bien sûr. Tu sais taper à la machine ?»« Oui, monsieur. »« Parfait. Tu feras du tri de messages. 10 heures par jour. Tu ne touches à rien d'important. Tu ne déranges pas les vrais cryptanalystes. Tu classes les interceptions par date et fréquence. Tu peux faire ça sans tout gâcher ?» Andrew hoche la tête. Ce n'est pas ce qu'il imaginait. Il se voyait déjà casser des codes comme dans les romans d'aventure. Mais c'est un début. Pendant 2 mois, il trie des messages, des milliers, des groupes de 5 chiffres, encore et encore, sans fin, sans sens apparent. Il n'a pas le droit de participer à la cryptanalyse proprement dite.
ni le grade, ni la formation, ni l'autorisation. Il classe, archive, disparaît dans le décor. Sauf qu'Andrew Gleason a un problème. Il ne peut pas ne pas remarquer les motifs. C'est comme lui demander de ne pas respirer. Jour après jour, à force de manipuler ses messages, son esprit enregistre des anomalies, des détails minuscules qui clochent, et la nuit, seul dans sa chambrée, il commence à les noter dans un carnet qu'il n'est pas censé posséder. Sans le savoir, il s'approche de quelque chose qui va tout bouleverser. Et lorsqu'il essaiera d'en parler, on lui dira de se taire et de retourner classer ses papiers. Avril 1942. Cela fait 10 semaines qu'Andrew trie des messages lorsqu'il remarque quelque chose d'impossible. Il est 2 heures du matin. Il devrait dormir. À la place, il se trouve dans la salle de cryptanalyse avec l'autorisation vague d'un officier de nuit indifférent tant que le gamin ne dérange personne. Andrew étale 60 messages interceptés sur un bureau vide. Tous proviennent de la même station japonaise. Tous ont été envoyés en mars. La procédure classique consiste à chercher des groupes répétés. Un même nombre apparaissant plusieurs fois peut correspondre à attaque, atteint, flotte, demain, mais avec les additives, cela ne devrait jamais arriver. Tout est censé être aléatoire. Sauf que Andrew a remarqué autre chose. Certains messages envoyés de Tokyo vers Berlin utilisent, dans leurs indicateurs, ces métadonnées en clair placées au début, uniquement les 13 premières lettres de l'alphabet. Ceux envoyés de Berlin vers Tokyo n'emploient que les 13 dernières. C'est presque invisible. Aucun rapport ne le mentionne. Andrew saisit un crayon. Et si, idée absurde, les indicateurs non chiffrés suivaient exactement la même logique ? Et si les entêtes Tokyo-Berlin utilisaient systématiquement A à M et les autres N à Z ? Si c'est le cas, et si la structure du texte clair est connue, alors il devient possible de soustraire ce texte à l'indicateur chiffré, et d'en extraire une partie de la table additive. Et avec une portion de cette table, on peut commencer à démonter le chiffrement du message lui-même. Andrew fait les calculs. Ses mains tremblent légèrement. L'idée est d'une simplicité presque ridicule. Trop simple. Il est certain que les vrais cryptanalystes y ont déjà pensé. Il vérifie les journaux d'analyse. Rien. À 5 heures du matin, il a testé son hypothèse sur 5 messages. Elle fonctionne. Il parvient à reconstituer les additives des indicateurs avec 73% de précision. Pour la première fois, JN25 vient de céder un fragment de son secret. Sa méthode est rudimentaire. Un crayon, du papier, rien de plus. Et pourtant, elle lui a offert une prise, infime mais réelle, sur ce système additif réputé inviolable. Il doit en parler à quelqu'un. Mais à qui ? Il n'est qu'un gosse. Un simple trieur de messages. Les véritables cryptanalystes ignorent presque jusqu'à son existence. Un jour, Marshall Hall Jr., l'un des mathématiciens en chef, lui a lancé sans ménagement « Fiston, tu es ici pour classer des papiers, pas pour jouer au déchiffreur. » Andrew tente quand même sa chance. Lors du changement d'équipe du matin, il s'approche du lieutenant-commandant Howard Angstrom. « Monsieur, je crois avoir trouvé quelque chose dans le trafic JN25. Les indicateurs pourraient... » « Pas maintenant, Gleason, on est débordé. Mais si on connaît la structure du texte clair des indicateurs... » Angstrom se tourne vers lui, agacé. « Je vais être clair. Tu es ici depuis 10 semaines. Agnès Driscoll casse des codes depuis avant ta naissance. Joe Rochefort a combattu pendant la Première Guerre mondiale. Nous avons des mathématiciens de Yale et des cryptographes de l'Académie navale qui travaillent 16 heures par jour sur ce problème. Tu penses vraiment avoir vu quelque chose qu'ils auraient tout manqué ? Peut-être, j'ai les calculs, je peux montrer. Ça suffit. Retourne trier les messages. C'est ton travail. Fais ton travail. » Andrew retourne à son bureau, son carnet serré dans la main. La percée est là, sous ses yeux, validée à 73%, et personne ne veut l'entendre. Dans ses notes, il écrit « Ils pensent que je suis trop jeune pour compter. » Peut-être. Mais les mathématiques, elles, se moquent de l'âge. Pendant 3 semaines, Andrew Gleason garde sa découverte pour lui. Il l'affine. Il la teste sur de nouveaux messages. Son taux de réussite grimpe à 81%. Il met au point des tests statistiques pour confirmer la validité des additives reconstituées. La méthode fonctionne, il le sait. Mais personne n'écoute un trieur de messages de 17 ans. Puis arrive le 11 mai 1942. Ce jour-là, tout bascule. L'amiral Nimitz se rend au bâtiment numéro 1 pour une réunion d'urgence. Le trafic radio japonais a explosé. Quelque chose de majeur se prépare. L'équipe de Rochefort en est certaine, mais impossible de déterminer où.
Les interceptions partiellement déchiffrées évoquent un lieu désigné sous le nom de code AF. Alaska, Australie, les Aléoutiennes, ils avancent à l'aveugle. Dans la salle de briefing, la tension est électrique. Rochefort expose ce qu'ils savent. Nous lisons peut-être 5% du trafic JN25 en cours. Nous confirmons des mouvements importants de porte-avions, mais ni les lieux ni le calendrier ne sont clairs. Les tables additives changent trop vite. Nous n'arrivons pas à suivre. Nimitz fixe la carte du Pacifique. Commandant, j'ai besoin de savoir où ils vont frapper. Si je déploie la flotte au mauvais endroit, nous perdons le Pacifique. Vous comprenez ? Tout dépend de votre capacité à casser ce code. Monsieur, nous faisons absolument tout ce qui est possible. Andrew se lève. Il ne l'a pas décidé. Son corps bouge tout seul. Chaque règle du protocole militaire lui ordonne de rester assis et de se taire. Il laisse le gradé le plus bas dans la pièce. Mais les mots sortent quand même. Monsieur, je crois savoir comment briser les additives. La salle explose. C'est qui ce gosse ? Comment un matelot de seconde classe se retrouve-t-il dans un briefing classifié ? Rochefort semble avoir pris 10 ans en 10 secondes. Gleason, asseyez-vous, siffle Angstrom. J'ai testé une méthode. Gleason, asseyez-vous. Nimitz lève la main. Le silence retombe. Laissez-le parler. La bouche d'Andrew est sèche. Il n'a jamais adressé la parole à un amiral. Tous les regards sont braqués sur lui. Sa voix tremble légèrement. Monsieur, les indicateurs des messages Tokyo-Berlin utilisent un alphabet scindé. A à M dans un sens, N à Z dans l'autre. Si l'on suppose que le texte clair suit la même logique, on peut soustraire ce texte aux indicateurs chiffrés et reconstituer une partie des tables additives. J'ai testé la méthode sur 47 messages. Elle fonctionne avec 81% de précision. Le lieutenant-commandant Thomas Dyer, l'un des cryptanalystes chevronnés de Rochefort, se penche en avant. « Attendez, répétez ce que vous venez de dire sur l'alphabet. » Andrew recommence, plus vite cette fois, plus assuré. Il tend son carnet. Les chiffres, les raisonnements, les tableaux s'étalent sur le papier. Reconnaissance de motifs, analyse de fréquences, validation statistique. C'est brut, loin des théories élégantes des universitaires. Mais c'est concret, vérifiable, opérationnel. D'ailleurs saisit le carnet. Ses yeux s'écarquillent. « Joe, regarde ça. Ce gamin tient peut-être quelque chose. » Marshall Hall Jr. s'approche, Agnès Driscoll aussi. Le carnet circule. Les calculs sont vérifiés, les hypothèses testées. La salle se fracture instantanément. Pour certains officiers, c'est absurde. Un pari insensé basé sur le travail d'un adolescent sans qualification. Pour les autres, c'est exactement ce que voit Andrew, une fissure dans le mur. C'est de la folie, tranche le capitaine Joseph Wenger. On va miser la flotte du Pacifique sur l'intuition d'un adolescent qui classe des dossiers. Ce n'est pas une intuition, réplique Dyer. Les mathématiques tiennent. On peut tester ça immédiatement. Et dans quel délai ? L'amiral a besoin de réponses en semaines, pas en mois. Alors on travaillera plus vite. Rochefort regarde Andrew, vraiment. Pour la première fois. Gleason, quel âge avez-vous en réalité ? Le silence se fait. Andrew sent son faux acte de naissance le brûler à distance. 19 ans, monsieur. Bien sûr. Et moi je suis la reine d'Angleterre. Rochefort se tourne vers Nimitz. Monsieur, je me fiche qu'il ait 12 ans. Si cette méthode fonctionne, c'est peut-être la percée que nous attendons. Nimitz observe Andrew longuement, puis acquiesce. Testez-la. Vous avez 72 heures. Si ça fonctionne, je veux que tous les cryptanalystes disponibles appliquent immédiatement la méthode Gleason. Il ne précise pas ce qui se passera si cela échoue. Il n'en a pas besoin. 72 heures. Andrew Gleason ne dort pas. Aucun d'eux ne dort. L'équipe de cryptanalyse se divise en 2 groupes. L'un poursuit les attaques traditionnelles contre JN25, l'autre met à l'épreuve la méthode de soustraction des indicateurs mise au point par un adolescent que personne n'écoutait 3 semaines plus tôt. Le gamin qui, 3 semaines plus tôt, classait des messages en silence se retrouve désormais assis à une table avec Agnès Driscoll, Marshall Hall Jr. et Tom Dyer, l'élite absolue de la cryptanalyse militaire américaine. Au début, Driscoll est dure avec lui, cassante. Elle a brisé des codes japonais, allemands, italiens. Elle n'a aucune patience pour les amateurs et encore moins pour les adolescents persuadés d'avoir découvert ce que tout le monde aurait manqué. Mais interception après interception, quelque chose change. La méthode fonctionne. Mieux encore, elle est rapide. Plus rapide que tout ce qu'ils ont essayé jusqu'ici. Au bout de 16 heures,
Ils ont reconstitué suffisamment d'additives pour commencer à retirer le chiffrement du trafic en cours. À 36 heures, ils lisent déjà des fragments d'ordres opérationnels. À 60 heures, le doute n'est plus permis. AF, c'est Midway. Les Japonais préparent une attaque massive de porte-avions début juin. 4 à 6 bâtiments majeurs, des dizaines de navires d'escorte, une force d'invasion destinée à s'emparer de l'île. Le 14 mai 1942, l'amiral Nimitz reçoit le briefing complet. Le lieu, le calendrier, la composition des forces, tout ce dont il a besoin pour tendre une embuscade. Il ordonne immédiatement à 3 porte-avions, Enterprise, Hornet et Yorktown, à peine réparés après les combats précédents, de se positionner au nord-est de Midway. Les Japonais avancent sans se douter du piège. Et pendant ce temps, le renseignement continue d'affluer. Chaque nouvelle information est débloquée par la méthode de Gleason. Le 27 mai, OP-20G lit désormais près de 40% du trafic JN-25 en temps réel. Du jamais vu. Les divisions de porte-avions japonais sont identifiées. Akagi, Kaga, Soryu, Hiryu. Les commandants, la chronologie de l'attaque, tout devient clair. Même le matin du 4 juin est confirmé lorsque des messages interceptés révèlent que les pilotes japonais sont briefés pour des frappes à l'aube contre l'aérodrome de Midway. Le 4 juin 1942, à 10h26, des bombardiers en piqué de l'Enterprise et du Yorktown surprennent 3 porte-avions japonais. Leur pont, encombré d'appareils armés, est ravitaillé. En 5 minutes, Akagi, Kaga et Soryu sont en flammes. Hiryu lance une contre-attaque qui met le Yorktown hors de combat, mais elle est repérée et frappée à son tour dans l'après-midi. Au coucher du soleil, 4 porte-avions japonais sont en train de sombrer. Le Japon perd 248 avions, plus de 3000 hommes, et l'essentiel de son élite de pilotes embarqués. La bataille de Midway n'est pas qu'une victoire, c'est le point de bascule de la guerre du Pacifique. Avant Midway, le Japon choisissait quand et où frapper. Après Midway, il subit. Sa force aéronavale s'est brisée, ses plans exposés. Et tout cela parce qu'un adolescent muni d'un faux certificat de naissance a remarqué que les indicateurs utilisaient des alphabets séparés. Après Midway, OP-20G se transforme en véritable usine de renseignement. La méthode de soustraction des indicateurs évolue en un système complet d'attaque des tables additives. L'équipe développe des aides mécaniques, détourne des tabulatrices IBM primitives pour les adapter à la cryptanalyse. En août 1942, ils lisent environ 60% du trafic JN-25. En octobre, près de 75%. Les conséquences sont immenses. Le 24 août 1942, des décryptages révèlent l'élément des plans japonais visant à renforcer Guadalcanal. La marine américaine intercepte les convois lors de la bataille des Salomon orientales, coulant un porte-avions léger et des dizaines de transports. Le 26 octobre, une alerte précoce issue de JN-25 permet aux porte-avions américains de tendre une embuscade à Santa Cruz. Les rapports de pertes s'inversent. En 1941, le Japon coulait 3 navires américains pour chaque perte. Fin 1942, ce sont les États-Unis qui détruisent 2 navires japonais pour chacun des leurs. La guerre sous-marine est métamorphosée. Guidés par les routes de convois décryptées, les sous-marins américains lancent une campagne de destruction méthodique. En 1941, ils ont coulé 180 000 tonnes de tonnage marchand japonais. En 1943, armés des renseignements JN-25, ils en détruisent plus de 1,5 million de tonnes. L'économie japonaise s'asphyxie. Le pétrole des Indes néerlandaises n'atteint plus les raffineries. Les troupes en Nouvelle-Guinée et aux Philippines manquent de nourriture et de munitions. Tout cela parce que les sous-marins américains savent exactement où attendre. Même les Japonais finissent par s'en rendre compte. Dans le journal d'un officier naval capturé fin 1943, on peut lire « Les Américains semblent connaître nos mouvements avant nous-mêmes. Comment est-ce possible ? Nos codes sont réputés inviolables. Nos officiers des transmissions nous assurent que l'ennemi ne peut lire nos messages. Et pourtant, leurs sous-marins sont toujours là. Leurs porte-avions arrivent toujours au bon endroit. C'est comme s'ils lisaient dans nos pensées. Ils lisaient ça les messages. Chaque ordre opérationnel, chaque mouvement de flotte, chaque route de convoi était décodé, traduit et transmis aux commandants américains en quelques heures. En novembre 1943, l'amiral Chester Nimitz visite OP-20G. Les cryptanalystes viennent tout juste de fournir les renseignements ayant permis d'intercepter et d'abattre l'amiral Isoroku Yamamoto, l'architecte de Pearl Harbor. Nimitz traverse les sous-sols, serre des mains,
puis s'arrête devant le bureau d'Andrew Gleason. Officiellement 19 ans, en réalité 18. Andrew se met au garde à vous. « Repos, fiston, dit Nimitz. J'ai lu les rapports sur Midway, sur ton travail concernant JN-25. Tu te rends compte de ce que tu as accompli ? Nous avons cassé leur code, monsieur. Tu as fait bien plus que ça. Tu as sauvé la flotte du Pacifique, et probablement des milliers de vies américaines. Dis-moi, quel âge as-tu vraiment ?» Andrew hésite. La vérité lui paraît presque irréelle. « 18 ans, monsieur. » Nimitz esquisse un sourire. « Quand cette guerre sera terminée, tu iras à l'université. C'est un ordre. Des hommes comme toi ne devraient pas classer des messages. Ils devraient enseigner la cryptanalyse à la génération suivante. » Il marque une pause. « Pour l'instant, continue à casser leur code. On compte sur toi. » La guerre du Pacifique avait encore 2 années d'une brutalité extrême devant elle. Mais à partir de juin 1942, l'Amérique ne combattit plus à l'aveugle. Désormais, elle voyait. Et chaque victoire, chaque embuscade réussie, chaque vie épargnée remontait, d'une manière ou d'une autre, à un adolescent qui avait menti sur son âge et fissuré un code réputé impossible à briser. Ce sont ces histoires-là qu'on n'enseigne pas à l'école. Des hommes et des femmes ordinaires, confrontés à des décisions impossibles sous une pression inimaginable. Quand la Seconde Guerre mondiale s'achève en août 1945, Andrew Gleason se retrouve face à un choix. La Navy souhaite le garder. La toute nouvelle National Security Agency a besoin de cryptanalystes expérimentés. On lui propose un grade, un salaire, une carrière discrète dans l'ombre. Mais une phrase de l'amiral Nimitz résonne encore dans son esprit. « Tu iras à l'université ». À l'automne 1946, Andrew s'inscrit à Yale comme simple étudiant de première année. Bien qu'il ait déjà accompli un travail que beaucoup de doctorants en mathématiques pourraient lui envier, il ne parle jamais de la guerre. Son rôle est toujours classifié. Ses camarades de promotion ignorent que ce garçon discret, assis au fond du cours d'analyse, a contribué à gagner la bataille de Midway. La guerre, pourtant, l'a profondément transformé. Le sous-sol de Pearl Harbor lui a montré ce que les mathématiques pouvaient accomplir lorsqu'elles s'attaquent à des problèmes réels, pas des abstractions élégantes, mais des énigmes concrètes, où chaque solution peut sauver ou condamner des vies. Il obtient son diplôme de Yale en 1949, puis rejoint le département de mathématiques de Harvard, où il passera près de 40 ans à résoudre des problèmes que d'autres jugeaient insolubles. En 1952, il apporte une solution au 5e problème de Hilbert, l'un des grands défis ouverts des mathématiques modernes. En 1957, il publie le théorème de Gleason qui bouleverse les fondements de la mécanique quantique. Ses travaux sur la théorie de Ramsey, la théorie des codes et l'enseignement des mathématiques marquent des générations d'étudiants. Il reçoit le prix Newcomb Cleveland, devient président de l'American Mathematical Society et occupe la chaire Hollis de mathématiques à Harvard. Pendant tout ce temps, son travail de guerre reste secret. Ce n'est qu'en 1996, lorsque la NSA commence à déclassifier les archives de cryptanalyse de la Seconde Guerre mondiale, que les chercheurs découvrent enfin l'histoire complète de JN-25, d'OP-20G et de la méthode de soustraction des indicateurs qui a permis de percer le code naval japonais. Le nom d'Andrew Gleason apparaît dans les rapports historiques. Il a alors plus de 70 ans et s'intéresse bien davantage à l'enseignement qu'à la reconnaissance tardive de ses exploits. Dans une rare interview donnée en 1990 à propos de son travail pendant la guerre, il déclare « J'étais jeune, naïf et chanceux. Les vrais héros sont des gens comme Rochefort et Driscoll qui se battaient contre ce code depuis des années. Moi, j'ai simplement remarqué quelque chose qu'ils étaient trop occupés pour voir. Si cette histoire prouve une chose, c'est qu'il faut parfois un regard neuf sur un problème. Les experts observaient un JN-25 depuis si longtemps qu'ils ne voyaient plus au-delà de leurs hypothèses. Les chiffres racontent mieux l'histoire que les mots. » Avant la percée de Gleason, en mai 1942, OP-20G ne comprenait qu'environ 5% du trafic JN-25 en cours. Quelques semaines après l'adoption de sa méthode, ce chiffre atteint 40%, puis 75% à la fin de l'année. Les historiens estiment que ces renseignements ont contribué directement à la destruction de plus de 800 navires japonais, au sauvetage d'au moins 50 000 vies américaines et à la réduction de la guerre du Pacifique d'environ 18 mois. Andrew Gleason meurt le 17 octobre 2008 à l'âge de 86 ans. Les nécrologies évoquent surtout ses exploits mathématiques, le problème de Hilbert, la mécanique quantique, ses réformes pédagogiques.
La plupart ne mentionnent pas la guerre, la plupart n'en savent rien. Pourtant, au musée cryptologique du siège de la NSA, une petite vitrine est consacrée à JN25. On y cite Agnès Driscoll, Joe Rochefort, Marshall Hall Jr. et d'autres figures légendaires de la cryptanalyse américaine. Et dans un coin, une photographie montre un jeune garçon au visage enfantin, dans un uniforme trop grand, debout devant un bureau couvert de groupes de chiffres à 5 digits. La légende indique Matelot Andrew M. Gleason, OP20G 1942. Sa méthode de soustraction des indicateurs a contribué à briser JN25 et à remporter la bataille de Midway. Elle ne précise pas qu'il avait 17 ans. Elle ne mentionne pas le faux acte de naissance. Mais les historiens le savent. Et désormais toi aussi. La leçon n'est pas celle du mensonge pour entrer dans l'armée. Même si des milliers de jeunes hommes l'ont fait durant la Seconde Guerre mondiale. La leçon est ailleurs. Elle parle de ce qui devient possible lorsqu'on refuse d'accepter qu'un problème est insoluble, lorsque des yeux neufs remettent en question des certitudes anciennes, lorsqu'un gamin qui n'était pas censé être dans la pièce ose quand même parler. Le code n'était pas vraiment inviolable, il attendait simplement quelqu'un qui ignorait qu'il était censé l'être. Et parfois, c'est tout ce qu'il faut pour changer le monde.